Un brouillard hivernal glisse sur le campus de l'Université du Tennessee à Knoxville, transformant les allées familières en corridors fantomatiques. Le bourdonnement lointain d'une voiturette de golf de la sécurité résonne à travers la brume, ses phares projetant de pâles faisceaux dans l'obscurité. Un lampadaire vacille près des limites du campus, jetant des ombres intermittentes qui dansent sur les sentiers vides où marchaient autrefois des étudiants avec une certitude insouciante. Mais en cette nuit de janvier 1995, cette certitude s'est évanouie. Des étudiants se blottissent en petits groupes chuchotant devant les portes des dortoirs, leurs voix portant des fragments de rumeurs trop terribles pour y croire pleinement. Quelque chose s'est passé, quelque chose qui a brisé l'illusion de sécurité dont dépend toute communauté universitaire. Des cordons de police s'étendent à travers un coin tranquille du campus, le ruban jaune flottant dans le vent froid comme des drapeaux de prière marquant une terre sacrée. Les officiers se déplacent avec l'urgence tendue de ceux qui ont vu ce qui ne peut être oublié, leur souffle visible dans l'air glacial alors qu'ils travaillent sous la lumière crue des projecteurs portables. La mort soudaine d'une jeune étudiante a envoyé des ondes de choc à travers cette communauté soudée. Mais la véritable horreur ne réside pas dans la tragédie elle-même, mais dans ce que l'enquête allait bientôt révéler. Ce fut un crime qui commença par une promesse de paix et se termina par une sentence que personne n'avait vue venir. Une sentence qui ferait la une des journaux à travers le pays et changerait à jamais la perception de l'Amérique sur la jeunesse et la justice. Pour comprendre comment cette noirceur a trouvé son chemin sur un campus universitaire, nous devons d'abord nous plonger dans l'enfance troublée de Christa Gale Pike, dont l'histoire ne commence pas avec la violence, mais avec le genre d'instabilité qui laisse de profondes cicatrices sur un esprit en développement. Née en Virginie occidentale et élevée dans une petite ville du Tennessee, les premières années de Pike furent marquées par le chaos qui survient lorsque les adultes censés apporter la stabilité deviennent au contraire des sources d'incertitude. Ceux qui la connaissaient décrivaient une fille d'une intelligence vive et d'un esprit prompt, capable de charmer les enseignants et de manipuler les situations à son avantage. Mais sous ce charisme de surface se cachait un tempérament imprévisible, une volatilité qui pouvait passer du rire à la rage sans avertissement. Sa relation avec sa mère était brisée par la négligence et la distance émotionnelle, tandis que l'absence d'une figure paternelle stable la laissait en quête de validation au mauvais endroit. Pike passait d'un foyer à l'autre comme un fantôme hantant différentes vies, sans jamais vraiment appartenir à un lieu. Ces périodes d'abandon et de négligence ont créé une jeune femme désespérée de tisser des liens, mais terrifiée par le rejet. Elle formait rapidement des attachements intenses, investissant toute son énergie émotionnelle dans des relations qui se détérioraient souvent tout aussi vite. Chaque déception ajoutait une nouvelle couche à son ressentiment grandissant envers un monde qui, selon elle, l'avait constamment laissé tomber. Ce schéma d'instabilité a suivi Pike jusqu'au début de sa vie d'adulte, l'amenant ainsi au programme Job Corps à Knoxville, un programme fédéral de formation conçu pour donner une seconde chance aux jeunes défavorisés. C'est là, en 1994, que le chemin de Pike croiserait celui de Colleen Slammer, une jeune femme de 19 ans originaire de Floride, venue au Tennessee en quête des mêmes opportunités pour une vie meilleure. Le campus du Job Corps devint le nouveau monde social de Pike, un écosystème complexe d'amitiés et de rivalités où de jeunes adultes issus de milieux difficiles tentaient de se réinventer. Mais le schéma de relations intenses de Pike l'a suivi ici, et ce qui a commencé comme une dynamique de dortoir typique a rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus sinistre. Les désaccords personnels au sujet des garçons, les offenses perçues et les hiérarchies sociales commencèrent à consumer ses pensées. Le ressentiment de Pike envers Colleen Slammers grandit comme une vigne vénéneuse, nourrie par la jalousie et ce qu'elle percevait comme des provocations délibérées. Plutôt que de chercher des moyens sains de résoudre ces conflits, Pike commença à s'entourer d'un petit cercle de partisans qui validaient ses greffes et encourageaient ses plus sombres pulsions. La dynamique sociale du Job Corps, destinée à favoriser la croissance et les opportunités, devint au contraire un incubateur pour l'obsession grandissante de Pike de régler ses comptes de manière définitive. Le 12 janvier 1995 commença comme n'importe quel autre jour d'hiver sur le campus de Knoxville.
Les étudiants vaquaient à leur routine matinale, prenant leur petit déjeuner à la cafétéria, se rendant aux ateliers de formation, engageant les conversations informelles qui remplissent tout environnement éducatif. Mais sous ce vernis de normalité, la tension couvait entre Pike et Slammer, se manifestant par des mots acerbes et une hostilité persistante que les autres commençaient à remarquer. L'animosité entre les deux jeunes femmes avait atteint un point de rupture et Pike prit ce qui s'avérait être une décision fatidique. Elle approcha Slammer avec une proposition. Elles devraient se rencontrer ce soir-là pour discuter et faire la paix. C'était un geste qui, en surface, semblait mature et raisonnable, exactement le genre de résolution de conflit que le programme Job Corps encourageait. Mais alors que les ombres du soir s'allongeaient sur le campus, les véritables intentions de Pike commencèrent à se révéler. Elle emmena Slammer loin des dortoirs et des centres de formation, vers une zone isolée où les lampadaires se raréfiaient et où les sons réconfortants de la vie du campus s'estompaient dans le silence. Le bruit des chaussures sur le gravier résonnait dans l'air froid alors qu'elles s'enfonçaient dans l'obscurité, chaque pas les éloignant davantage de la sécurité et les rapprochant d'un acte qui changerait leur vie pour toujours. La tension atmosphérique de cette nuit d'hiver, le brouillard qui s'installait, les bruits lointains du campus s'apaisant pour la soirée, le sentiment d'isolement grandissant à chaque instant créaient le décor parfait pour une tragédie. Slammer, sentant peut-être que quelque chose n'allait pas, mais incapable d'articuler ses craintes, suivit Pike vers ce qui deviendrait ses derniers instants. Lorsque les enquêteurs commencèrent à reconstituer les événements de cette nuit-là, ils découvrirent un schéma glaçant de préméditation qui contredisait les affirmations ultérieures de Pike d'une violence spontanée. Les preuves qu'ils découvrirent peignaient le tableau d'une planification minutieuse plutôt que d'une explosion de rage soudaine. Les témoignages révélèrent que Pike avait fait des commentaires troublants dans les jours précédant le meurtre, parlant de vouloir faire du mal à Slammer et demandant à d'autres de participer à ses plans. Les preuves matérielles trouvées sur les lieux et en possession de Pike racontaient l'histoire de quelqu'un qui était venu préparer à la violence. Les objets qu'elle portait cette nuit-là, l'itinéraire qu'elle avait choisi et le moment de l'attaque pointaient tous vers une approche méthodique que les enquêteurs trouvaient profondément dérangeante chez une personne si jeune. Ce n'était pas l'acte impulsif d'une adolescente submergée par l'émotion, c'était l'exécution calculée d'un plan qui se formait dans l'esprit de Pike depuis des semaines. Les témoignages au tribunal et les évaluations psychologiques exploreraient plus tard les motifs possibles derrière les actions de Pike. La jalousie a certainement joué un rôle, tout comme le besoin désespéré de Pike d'affirmer son contrôle et sa domination sur son environnement social. Mais le plus troublant était peut-être le sentiment que Pike considérait la violence comme une solution viable au conflit interpersonnel, un état d'esprit qui suggérait une déconnexion fondamentale du raisonnement moral normal. La percée dans l'affaire ne vint pas d'un travail de détective sophistiqué, mais de l'incapacité de Pike à contenir sa satisfaction face à ce qu'elle avait fait. Dans les heures et les jours qui suivirent le meurtre de Slammer, le comportement de Pike devint de plus en plus erratique et suspect. Elle fit des commentaires à d'autres étudiants qui révélaient des connaissances que seul l'auteur du crime pouvait posséder. Et son attitude parut anormalement calme aux témoins pour quelqu'un dont la camarade de classe venait de mourir violemment. Ces témoignages commencèrent à former un schéma que les enquêteurs ne pouvaient ignorer. La chronologie des événements de Pike ne correspondait pas aux preuves matérielles, et ses réactions émotionnelles semblaient calculées plutôt que sincères. Le moment décisif survint lorsque plusieurs témoins se présentèrent avec des récits similaires sur le comportement et les déclarations de Pike, créant un faisceau de preuves qui pointait directement vers son implication. Ce qui rendit l'affaire encore plus convaincante pour les enquêteurs fut la fierté apparente de Pike pour ce qu'elle avait fait. Plutôt que de montrer des remords ou de tenter de se distancer du crime, elle semblait savourer l'attention et la peur que ses actions avaient suscité parmi ses pairs. Ce profil psychologique de quelqu'un qui tirait satisfaction de la violence s'avérerait crucial pour comprendre à la fois le crime et son auteur. Lorsque la nouvelle du meurtre de Colin Slammer et de l'arrestation de Pike éclata dans l'est du Tennessee, la réaction de la communauté fut d'une profonde incrédulité. L'idée qu'une jeune fille de 18 ans puisse être capable d'une violence aussi calculée remettait en question les hypothèses fondamentales sur le genre, la jeunesse et la nature même du mal.
Les présentateurs des nouvelles locales donnaient les dernières informations d'un ton feutré, presque révérencieux, comme si parler trop fort pouvait rendre la réalité plus insupportable. L'histoire a rapidement dépassé les frontières régionales et les médias nationaux se sont emparés des éléments sensationnels de l'affaire. Les gros titres hurlaient sur les premières pages des journaux et les écrans de télévision. Une adolescente tueuse hante le campus. Meurtre parmi les étudiants. La plus jeune femme condamnée au couloir de la mort. L'affaire semblait toucher des peurs profondes concernant la violence juvénile et l'effondrement de l'ordre social. Des peurs qui n'avaient cessé de croître tout au long des années 1990. La fascination du public pour l'affaire n'avait d'égal que l'horreur qu'elle inspirait. Les membres de la communauté peinaient à concilier l'image de Pike en tant que jeune femme intelligente avec la réalité brutale de ses actes. L'affaire a déclenché d'intenses débats sur la réhabilitation contre la punition, sur la question de savoir si une personne si jeune pouvait vraiment être au-delà de toute rédemption et sur le rôle de la peine de mort dans les affaires impliquant des délinquants juvéniles. La couverture médiatique s'est souvent concentrée sur les aspects les plus sensationnels de la personnalité et du crime de Pike, perdant parfois de vue le coût humain représenté par la mort de Colin Slemmer. La victime, qui était venue au Tennessee en quête d'une vie meilleure, est devenue une note de bas de page dans de nombreux récits qui se concentraient principalement sur le spectacle du procès et de la condamnation de Pike. La scène à l'extérieur du palais de justice, lorsque Pike a été placé en détention, ressemblait à quelque chose sorti d'un thriller hollywoodien plutôt qu'à la vie réelle à Knoxville, Tennessee. Les caméras des médias bordaient les trottoirs, leurs objectifs braqués sur chaque porte et fenêtre comme des vautours mécaniques attendant que leur proie sorte. Les journalistes se bousculaient pour obtenir la meilleure position, leur voix créant une cacophonie de questions et de commentaires qui résonnaient sur les murs du palais de justice. Quand Pike est finalement apparu, flanqué d'agents des forces de l'ordre, la foule rassemblée est tombée dans un silence attentif, rompu seulement par le crépitement rapide des obturateurs d'appareils photo. Les témoins ont décrit plus tard son comportement comme étant anormalement calme, presque serein, comme si elle se rendait à un rendez-vous de routine plutôt que de faire face à des accusations qui pourraient lui coûter la vie. Ce manque apparent d'émotion a semblé profondément troublant aux observateurs, renforçant l'image de quelqu'un de fondamentalement différent des gens ordinaires. Pendant son interrogatoire, les déclarations de Pike à la police ont révélé une personnalité qui semblait exister en dehors des limites morales normales. Des extraits de ces séances, bien que soigneusement expurgés pour la consommation publique, montraient une personne qui parlait du meurtre avec un détachement qui a glacé des enquêteurs chevronnés. Son ton restait conversationnel, sa présentation d'elle-même presque décontractée, comme si elle discutait de la météo plutôt que de la prise d'une vie humaine. Ces moments d'exposition publique ont façonné la perception de Pike d'une manière qui s'avérerait difficile à surmonter pendant son procès. L'image d'une tueuse froide et calculatrice s'était établie dans l'esprit du public, et son équipe de défense a dû livrer une bataille ardue pour présenter un récit qui pourrait susciter de la sympathie ou de la compréhension pour leur cliente. La salle d'audience pendant le procès de Pike ressemblait à une cocotte minute sur le point d'exploser. Chaque grincement des chaises en bois, chaque bruissement de papier, chaque consultation chuchotée entre avocats semblait amplifié dans le silence tendu qui imprégnait les débats. Le poids de l'affaire, non seulement le meurtre brutal d'une jeune femme, mais aussi la perspective sans précédent de condamner une autre jeune femme à mort, pesait sur toutes les personnes présentes comme une présence physique. L'accusation a construit son dossier méthodiquement, présentant des preuves de préméditation et la satisfaction apparente de Pike à l'égard de ses actes. Ils ont brossé le portrait de quelqu'un qui avait planifié et exécuté un meurtre avec une froideur qui démentait sa jeunesse, arguant que l'âge ne devrait pas protéger quelqu'un des pleines conséquences d'un mal aussi calculé. Leur récit était convaincant par sa simplicité. Pike était une prédatrice qui avait attiré une victime innocente vers la mort et méritait le châtiment ultime de la société. La défense a fait face à la tâche presque impossible d'humaniser Pike sans minimiser l'horreur de son crime. Ils ont présenté des témoignages d'experts sur son enfance troublée, sa constitution psychologique et les facteurs qui auraient pu contribuer à son comportement violent.
Des professionnels de la santé mentale ont témoigné sur les troubles de la personnalité et les effets des traumatismes de l'enfance, tentant de fournir un contexte à des actes qui semblaient inexplicables pour les gens ordinaires. Mais la réaction du jury à Pike elle-même s'est avérée la plus révélatrice. Tout au long du procès, elle a maintenu le même calme déconcertant qui avait caractérisé ses apparitions publiques, montrant peu d'émotion même lorsque les témoignages décrivaient les détails brutaux des derniers moments de Colin Slemmer. Cette indifférence apparente à la gravité de sa situation a peut-être scellé son sort plus définitivement que toute preuve présentée par l'une ou l'autre partie. Lorsque le jury est revenu avec son verdict et sa recommandation de peine, la salle d'audience est tombée dans un silence si profond que le bruit du système de climatisation semblait assourdissant. La voix du président du jury, lisant la sentence qui ferait de Pike la plus jeune femme dans le couloir de la mort de l'ère moderne, a traversé la pièce avec la finalité d'une inscription funéraire. La date était le 30 mars 1996, et à seulement 20 ans, Krista Pike avait gagné sa place dans les annales de l'histoire criminelle américaine. Les implications de l'affaire Pike s'étendent bien au-delà des détails d'une nuit tragique à Knoxville. Son histoire nous oblige à affronter des questions dérangeantes sur l'intersection de la jeunesse, de la violence et de la justice dans la société américaine. Comment concilier notre compréhension du développement de l'adolescent avec la réalité d'un mal calculé ? Une personne à peine sortie de l'enfance peut-elle être tenue pleinement responsable d'actes qui semblent émerger d'un univers moral fondamentalement différent ? L'affaire Pike est survenue pendant une période d'intense débat national sur la criminalité et la punition des mineurs. Les années 1990 avaient vu une série d'affaires très médiatisées impliquant de jeunes délinquants, menant à des appels pour des peines plus sévères et l'extension de la compétence des tribunaux pour adultes aux affaires de mineurs. La condamnation à mort de Pike semblait représenter l'expression ultime de cette mentalité ferme face au crime. Mais elle soulevait aussi des questions profondes sur la question de savoir si une telle punition pouvait jamais vraiment servir la justice. Au fil des années depuis sa condamnation, l'affaire Pike a continué de susciter la controverse et des contestations judiciaires. Les appels fondés sur son âge au moment du crime, les questions sur sa compétence mentale et l'évolution des normes concernant l'exécution de ceux qui ont commis des crimes en tant que mineurs ont maintenu son histoire sous les feux des projecteurs juridiques. Chaque nouveau développement oblige la société à réexaminer ses hypothèses sur la punition, la réhabilitation et la possibilité de rédemption. L'histoire de Krista Pike sert de miroir sombre reflétant certaines des capacités les plus troublantes de l'humanité. Elle nous rappelle que le mal n'est pas le domaine exclusif des criminels chevronnés ou des adultes endurcis, mais peut se manifester chez ceux qui devraient tout juste commencer à découvrir les possibilités de la vie. Son cas remet en question nos croyances fondamentales sur la justice, la miséricorde et la valeur de la vie humaine, toute vie humaine, y compris celle de quelqu'un qui a pris la vie d'un autre. Alors que nous concluons cet examen de l'une des affaires criminelles les plus troublantes des États-Unis, nous ne nous retrouvons pas avec des réponses faciles, mais avec des questions lancinantes qui continuent de résonner des décennies plus tard. L'histoire de Krista Pike est un rappel que les chapitres les plus sombres de la nature humaine peuvent être écrits à un âge où la vie devrait à peine commencer, et que certaines histoires n'ont pas de conclusion nette, seulement les questions résonnantes qu'elles laissent derrière elles.